Bien, chers amis, bonjour. Alors nous voilà réunis encore une fois avec notre ami Monsieur Louis Drey. Nous allons continuer à parler du mal dans l'histoire et notamment l'évolution historique de ces forces négatives qui s'imprègnent évidemment du bien et qui se déguisent évidemment en bien alors qu'elles sont fondamentalement le mal personnifié. Alors je vais laisser la parole à Monsieur Drey qui va faire une introduction. Bonjour également, ça me fait plaisir de reprendre la discussion telle qu'on l'a eue la dernière fois, sur le même sujet, le mal. Et en fait, j'ai été interpellé par une interview de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, cet écrivain d'origine anglaise qui s'appelle Batiéor, et qui, en son temps, au lendemain de la guerre de Kippour, c'est-à-dire la fameuse guerre de 73 qui a opposé Israël à tous les pays arabes, eh bien, avait une analyse très très pointue sur les conséquences de ce conflit qui allait toucher vraiment l'Europe et en particulier la France dans les approvisionnements énergétiques, le pétrole. Le pétrole qui est le nerf de la guerre, puisque déjà en 73, si vous avez entendu parler, un certain Jean Lartegui avait sorti un roman pour essayer d'illustrer ce qui se passait au niveau du pétrole, et il l'avait intitulé son roman « Pour tout l'or du diable ». Donc on est bien dans le mal, dans l'histoire. Derrière ce pétrole, ce sont les forces du diable. Et que disait Batiéor? Eh bien Batiéor, c'était très simple. Elle disait que pour assurer l'approvisionnement énergétique de la France de l'époque de Giscard d'Estaing, du président Giscard d'Estaing, avait vendu son âme dans des accords secrets. Et ces accords secrets, c'était les accords qu'on a qualifiés et qu'on a appelés Eurabia. Qu'est-ce qu'il stipulait? Il stipulait pétrole contre émigration. Mais pour la première fois, la France devait avoir affaire à une émigration qui ne devait pas s'intégrer, car les conditions imposées par les pays producteurs, c'était qu'on accueille cette émigration en lui garantissant ses caractéristiques culturelles de manière à ce qu'elle puisse maintenir, non pas s'intégrer, mais maintenir sa culture et son identité. Alors évidemment, c'était en 73, et la poursuite de cette politique pendant 50 ans, je vous rappelle que dans le judaïsme, 50 est le chiffre qui est représenté par la lettre Nun, c'est dans la Torah le Yovel. Et que dit justement, regardez ce clin d'œil que nous donne le judaïsme. Nun, c'est dans langue arabéenne, symbolise le poisson et le serpent. C'est-à-dire qu'on peut très bien être entortillé par le serpent, mais se libérer par le poisson. Évidemment, vous le savez, vous, pour ceux qui sont chrétiens, que la symbolique chrétienne qu'on retrouve souvent, c'est les deux poissons qui sont accouplés. Et en fin de compte, par ce même élément, on comprend dans quelle situation catastrophique s'est impliquée la France, au point, aujourd'hui, d'avoir perdu quasiment son identité. On est dans un effondrement moral, culturel, une colonne vertébrale qui ne peut... Qu'est-ce qu'est la colonne vertébrale d'une nation? Ce sont ses valeurs, sa morale. Or, la morale de la France, c'était une morale judéo-chrétienne. Et si vous faites attention à tous les documents qui ont été émis dans les grandes conférences internationales ces dernières années, eh bien, pour la France, on ne mentionne plus la culture judéo-chrétienne.
Alors, au nom de quoi? Au nom d'un rapprochement de la civilisation occidentale avec la civilisation orientale, musulmane, c'est-à-dire rapprocher les deux bords de la Méditerranée. Mais rapprocher les deux bords de la Méditerranée en niant ses propres valeurs et en excluant, parce que c'est là que je veux en venir, dans ces accords secrets, il y a eu un diktat des pays arabes pétroliers. Et ce diktat, c'était que la France et l'Europe aient une politique anti-israélienne. La phraséologie qui a été développée à partir de là et qui s'est insinuée dans tous les médias, c'est d'avoir habillé Israël comme un épouvantail et d'avoir, en fin de compte, inversé le sens de l'histoire. On a créé un peuple palestinien qui n'existait pas avant 1967, puisque je vous le signale, Israël a été créé en 1948, mais une partie de la Cisjordanie, ce qu'on appelle la Cisjordanie, était sous souveraineté, à l'époque, avant la guerre des 6 jours, jordanienne. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a eu aucune revendication d'identité palestinienne. Quand avons-nous entendu parler d'identité palestinienne? À la réunification de Jérusalem et de la guerre des 6 jours. Non, si je peux me permettre d'interrompre, excusez-moi, je me permets d'interrompre. L'identité, ce qu'on appelle palestinienne, a été organisée par les services secrets soviétiques de l'époque, notamment avec les Roumains, avec les services secrets roumains, dès 1964. Et on avait, dès 1964, ça veut dire 3 ans avant la guerre des 6 jours. Et on avait demandé à l'époque au président du secrétaire général du Parti communiste de cette époque-là, qui s'appelait Waldeck Rochet, de bien vouloir en parler et de diffuser cela à partir d'une conférence, je ne sais pas si les anciens se rappellent, à la Mutualité en 1968. C'est à la Mutualité en 1968, après les fameuses manifestations, que pour la première fois, votre humble serviteur a entendu l'existence d'un peuple palestinien. Et ça a été organisé de main de maître par les services secrets soviétiques et les services secrets roumains. Et cela, c'est le fer de lance de tout ça, c'est le Parti communiste français, je dis bien français, avec M. Waldeck Rochet. Donc, en fin de compte, dès cette période, les diplomaties occidentales ont voulu obtenir d'Israël un retrait sur la base des frontières de 1949. Autant dire... 47, il y a eu un plan de partage, et en fait, le premier ministre de l'époque de la guerre de 6 jours, Abba Eban, appelait ces frontières... Lévi Eshkol, excusez-moi. Lévi Eshkol appelait ces frontières les frontières d'Auschwitz. Parce que c'était des frontières indéfendables. Mais les Occidentaux le savaient. En fin de compte, pour rapprocher les deux bords de la Méditerranée, on était prêt à sacrifier l'État d'Israël. Alors, en fait, c'était pas la peine de pleurer sur le génocide de la Shoah, puisque ce génocide de la Shoah s'habillait d'une autre manière à cette époque. Vous avez certainement entendu parler de l'antisionisme, qui n'est ni plus ni moins que de l'antisémitisme. Et à ce moment-là, on a véhiculé, on a endoctriné toutes les opinions avec une histoire falsifiée pour faire admettre que Israël occupait des terres qu'elle ne devait pas occuper. Aujourd'hui, nous voyons le résultat, c'est que nous sommes dans nos destins profondément liés à la France et Israël. La France paye un prix fort à cette politique. Elle est désintégrée littéralement de l'intérieur. Et je ne veux pas aller plus loin dans la géopolitique, parce que pour les choix qui sont faits aujourd'hui en politique extérieure, l'aventure de ce qui est en train de se passer en Europe avec l'Ukraine et la Russie risque de coûter très très cher à la France. Oui, je voulais aussi, Louis, excuse-moi, je voulais aussi préciser que ce qui se passe en Afrique,
notamment au Niger en ce moment, n'est pas moins grave et susceptible d'extension guerrière. Les forces qui sont en Afrique aujourd'hui, notamment en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, ce sont des forces qui sont très présentes, que ce soit du côté russe par Wagner ou autre interposé, comme du côté américain. N'oublions pas que les Américains ont de nombreuses bases, notamment de drones, au Niger, et les Français, bien entendu, sont au Niger et en Côte d'Ivoire depuis de très 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 nombreuses années. Et donc, ce qui se prépare là, c'est une tempête, j'espère, si Dieu veut, que ce ne soit pas guerrier, parce que cela risque d'entraîner dans le continent africain un bouleversement absolument paraclysmique. Ça peut être extrêmement grave dans la géopolitique du monde, parce que les pays africains qui veulent leur véritable indépendance, on ne parle pas des indépendances factices des années 60, n'est-ce pas, dans lequel il y avait les Français derrière de nombreux pays, ou les Anglais de nombreux pays africains. On parle d'une véritable indépendance avec une prise identitaire des peuples, n'est-ce pas, et entre parenthèses, nos maîtres des secrets disent que tant que l'Afrique est endormie, il n'y aura pas encore de messianisation du monde. Les Africains et les Juifs sont reliés là par une sorte d'histoire du silence et une histoire de la souffrance. Et donc, il faut absolument que les peuples africains retrouvent leur vraie indépendance, leur vraie identité propre, de manière à ce que les forces de Ham, dans la Torah, n'est-ce pas, fassent tchouva et reconnaissent leur Dieu. Parce que les Africains sont liés directement aux forces de Ham. En fin de compte, ce processus est très très difficile à comprendre, pour comprendre exactement où nous en sommes arrivés aujourd'hui, parce que, en fait, on peut se poser la question que dès mai 68, cette situation qu'a vu le général de Gaulle quitter le pouvoir, lui qui ne voulait pas être intégré aux forces de l'OTAN, on voit aujourd'hui le résultat, eh bien, a amené des bouleversements sans précédent. À savoir que, on l'a évoqué à plusieurs de nos rencontres par vidéo, au niveau financier pour la France, la loi financière Pompidou, où la France devait céder aux desiderata des marchés financiers, se financer sur le marché mondial à des taux variables, bien sûr, en fonction des conjonctures, et alors qu'elle se finançait gracieusement auprès de la Banque de France à des taux de 0%. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit l'état des finances de la France, mais sur une dette globale à peu près de 3 000 milliards, il y a déjà 2 milliards de services de la dette. Donc, ce sont... C'est 1000 milliards. Pourquoi? Mais pourquoi cette stratégie? Parce que c'était la stratégie de la haute finance qui avait ce projet du nouvel ordre mondial. C'était ni plus ni moins ce qu'on veut faire aujourd'hui au peuple, les mettre en esclavage. Mais avant de mettre en esclavage les peuples, il fallait mettre en esclavage les États. Or, en signant des traités de ce genre et des accords de ce genre, on se passait une corde au cou. Alors, bien sûr, il y a eu la suite, mais pour bien comprendre les choses, et il faut toujours y revenir, ça a été deux stratégies de conquête mondiale qui s'appuyaient l'une sur l'autre, mais qui, au fond, étaient aussi nocives l'une que l'autre pour la France, pour Israël, pour l'Europe, pour le monde occidental, à savoir un islam dont l'objectif n'était pas simplement de subvenir à des souffrances de réfugiés pour les faire intégrer dans des pays occidentaux. Il y avait une arrière-pensée, c'était une conquête qu'on appelle dans le monde musulman le djihad. Et aujourd'hui, les nations occidentales ne savent plus quoi faire avec cette marée qui les a envahis et qui ne s'est pas intégrée, puisque ce n'était pas le but. Mais parallèlement, et c'est là où je veux en venir, c'est que le nouvel ordre mondial avait besoin de ces masses émigrées pour casser la colonne vertébrale de l'identité des peuples, de manière à en faire un vulgaire magma de consommateurs qu'on alimentait
en slogan publicitaire et en faisant des consommateurs. C'est ce que disait notre cher Herbert Pagani, visionnaire dans les années 70, quand il prenait la parole au nom du président américain, et il ne s'adressait plus, le président américain, des citoyens, mais chers consommateurs. C'était où? C'est le but de la société de consommation. Mais vous, qui avez quand même un sens de la morale, vous savez très bien qu'une civilisation ne peut pas tenir uniquement sur la matière. Si sa vie n'est pas transcendée par des profondes valeurs. Et ces profondes valeurs, c'est des profondes valeurs que vous partagez, vous et nous, ce sont les valeurs judéo-chrétiennes. Nous avons cette symbiose entre nous qui n'a rien à voir avec les valeurs du monde musulman. On vous rabâche les oreilles avec l'islam est une religion de paix, mais vous pouvez voir le résultat. Alors, pour reprendre les points d'un document que je m'étais procuré et qui m'avait en son temps laissé perplexe, on va encore revoir cette fois-ci les points complémentaires des directives du nouvel ordre mondial pour aboutir à sa dictature finale. Parce que c'est bien là le but final. Une dictature mondiale, actuellement, on vous parle de monnaie numérique, c'est très simple. Pourquoi? Parce que ce sera l'outil de traçage et de dressage en même temps des peuples, parce que si on ne se tient pas bien, eh bien, on n'a plus d'identité sociale, on nous coupe tous les codes. Alors voilà. Alors, je prends les points que je n'avais pas évoqués. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien nous pourrons survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme ce fut si souvent le cas dans le passé. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts, bien entendu, en intervenant humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde, et c'est eux qui se soulèvent actuellement en Afrique, et d'autres semblables à eux, ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. Voilà. Alors, pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier. C'est ce que nous avions toujours pensé, que les progrès technologiques libéreraient l'homme de la servitude du travail. Alors, c'est le projet inverse. C'est empêcher l'homme de se libérer de la servitude, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme, en asservissant ce dernier à notre système économique, où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Donc, vous voyez les points que je vous donne actuellement, c'est ce que nous avons vécu ces dernières années et qui aboutissent à quasiment à l'effondrement économique. Bien, je voudrais quand même ici intervenir en tant qu'économiste un tout petit peu, avec un esprit de synthèse et de simplification à l'extrême. Le taux de productivité, il y a plusieurs formules, il y en a au moins 7, mais qu'est-ce que c'est que la productivité? La productivité, c'est un rapport entre la production et le temps mis pour produire, multiplié par 100, parce que c'est un taux. Maintenant, ce qui est important, c'est que les machines ont réduit ce rapport. Mais en réduisant ce rapport, ils ont augmenté la productivité. Mais cette productivité a été confisquée par certaines élites. Je ne dis pas toutes les élites, certaines élites. Et donc, à partir de ce moment-là, plus on produit et plus on enrichit non pas le peuple français ou le peuple israélien ou le peuple américain, mais on enrichit certains. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les machines ont été confisquées et le savoir-faire a été confisqué par les transferts de technologie, ont été, si vous voulez, carrément sacrifiés par le plus grand nombre pour certaines élites. Et donc, nous avons vu aujourd'hui un phénomène que, à ma connaissance,
aucun économiste n'a analysé jusqu'à il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'est qu'en fin de compte, plus le taux de productivité augmente et plus les élites s'enrichissent. Alors qu'on a toujours enseigné, j'ai toujours appris que c'était tout simplement l'augmentation du taux de productivité entraînait évidemment une diminution de la pénibilité du travail et donc le fait que les hommes qui travaillent, les travailleurs, sont de plus en plus libres. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'en fin de compte, ils ont gagné en liberté, mais ils ont perdu cette liberté en étant esclavagisés, si vous voulez. Donc, il y a eu une sorte de confiscation de ces forces de liberté à leur propre profit. Et là, si vous voulez, les élites ont gagné sur tous les plans. Ils ont gagné au niveau financier, parce qu'évidemment, l'argent qu'ils gagnent a été placé sur le marché financier, avec tous les mécanismes de multiplicateurs d'investissement financier qui existent, n'est-ce pas? Les spécialistes me comprendront. Mais vous avez aussi le fait que, et là c'est une gifle carrément aux socialistes, et notamment à un de mes maîtres qui s'appelait Jean Jaurès, qui dit qu'en fin de compte, tout le travail, c'est ce qui est force de richesse, qui est source de richesse, n'est-ce pas? Tout le travail doit aller pour l'émancipation de l'humain, pour l'émancipation de l'universalisme, et pas le contraire, et pas la féodalisation de l'universalisme à quelques-uns. Oui, parce que, en fin de compte, pour ajouter une précision également qui va dans le même sens, c'est qu'on a assisté depuis déjà des années à une gestion qui pénalisait complètement la force du travail, à savoir que les multinationales offraient une prime à la gestion de leur direction qui réduisait fortement la main-d'œuvre, même avec des résultats qui étaient excellents. Alors, en fin de compte, on ne comprenait plus, puisque une entreprise qui marche bien, elle peut conserver son personnel et elle peut... Ah ben là, on rentrait dans un phénomène inverse. C'est-à-dire, plus elle se sentait bien, pour que les actionnaires soient satisfaits dans les conseils d'administration, le PDG sacrifiait une partie de la main-d'œuvre. Et donc, quand vous aviez des dirigeants politiques qui vous disaient mais notre souci premier, c'est de réduire le chômage, mais c'était impossible, parce qu'entre ça et les délocalisations et la concentration des moyens de production au niveau de grands groupes qui étouffent le tissu de PME et tout, il y a un chômage endémique, c'est-à-dire imputrescible. Oui, c'est un chômage endémique qui est dû d'abord à un phénomène de désindustrialisation. Ce phénomène de désindustrialisation qui a été voulu, qui a été organisé, qui a été orchestré par certaines élites et qui a été mis en pratique en France et en Allemagne et dans de nombreux domaines en Europe et pas seulement en Europe, au profit de certains pays asiatiques. Au début, c'était les pays d'Afrique du Nord, notamment la Tunisie et le Maroc, puis cela s'est déplacé vers le Bangladesh et les Indes. Aujourd'hui, c'est, disons, en gros, la Chine et le Vietnam et certains pays qui sont collatéraux. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce déplacement, n'est-ce pas, de la rentabilité du travail, parce que évidemment, diviser le travail géographiquement dans des zones les plus expansives et les plus productives permet de gagner beaucoup plus d'argent. Il y a ce qu'on appelle ici un effet d'économie de masse qui se fait une économie ce qu'on appelle la capitalisation du travail, la capitalisation boursière, qui fait que véritablement certaines élites, je dis bien certaines élites, vont profiter du maximum, non seulement par la décentralisation, par la délocalisation, n'est-ce pas? Mais aussi et surtout par le fait que cette délocalisation va aller à leur propre profit, et pas seulement, contrairement à ce qu'on pense, au profit du consommateur. Vous comprenez? Parce que les masses de consommateurs ont l'impression, en achetant chinois ou autre, de payer moins cher. C'est vrai qu'ils payent moins cher par rapport au coût de production en France, en Allemagne ou aux États-Unis, ça c'est certain, mais seulement il faut bien comprendre que le taux de profit est bien plus supérieur en produisant en Chine ou au Vietnam qu'en produisant en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ou en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va y avoir ici une sorte de sélection par la capitalisation
de la productivité et de la production, de manière à sélectionner les points de production dans le monde les plus expansifs, de manière à les utiliser à leur propre fin, à eux, élites. Donc, si vous voulez, tout cela se fait au détriment, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on vient vous nous dire, au détriment du consommateur. Et sans compter qu'on met des produits, évidemment, à bas coût, qui sont souvent très très dangereux, de manière à maximiser le profit. Nous sommes dans un temps de maximisation du profit. Et cette baisse des prix, et ces baisses des cours, et ces baisses des monétaires, en fin de compte, alimentent l'augmentation du profit. C'est ça qui est complètement fou, c'est qu'en fin de compte, plus on baisse les prix, et plus les producteurs en profitent. Pourquoi ? Parce que la baisse des prix augmente évidemment le tissu social de consommation, mais surtout, permet par des manœuvres fiscales et parafiscales d'augmenter, si vous voulez, par des détournements de capitaux, d'augmenter les profits, et les profits qui sont induits au fait que la production se fait dans des zones à travail intensif, très intensif, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'en Inde, on travaille 12 à 14 heures par jour pour gagner, j'allais dire, presque 3 sous, n'est-ce pas? Comme en France au début du 19e siècle. Et il n'empêche que, véritablement, le profit est expansif et de plus en plus expansif pour quelques-uns. Oui, parce qu'en fin de compte, pour comprendre où nous en sommes arrivés, il faut bien voir maintenant, on a du recul, que c'est toute une stratégie de gestion économique à l'échelle planétaire, ce qu'ils ont appelé la globalisation. Mais cette globalisation, ce qu'on a oublié de préciser, ou totalement, on a eu des mots et des pensées démagogiques en disant ça profitera à la croissance, mais la croissance pour qui? Pas pour les salariés, pas pour les classes moyennes, c'est pour des élites. Ce sont des élites, ce sont les actionnaires de grands groupes qui, eux, enregistrent évidemment des gains substantiels à chaque année, vu les résultats au CAC 40 ou sur le marché de Wall Street, et en fin de compte, une paupérisation de plus en plus grande des classes moyennes. Voilà. Alors, je voudrais quand même insister sur un point très important. J'ai parlé tout à l'heure de Jean Jaurès. Jean Jaurès a été plusieurs fois député. Bon, je veux pas parler de sa vie, c'est très long, et c'est un homme absolument sublime. Mais Jean Jaurès dit à l'Assemblée nationale, dans les années 1895-1897, il dit qu'en fin de compte, sur 100 de capital produit, dans le pays, je parle de la France, eh bien, seulement 3 ou 4% vont à la population. Et la plupart, bon, je vais très vite, et la plupart sont récupérés par les capitalistes. Et ils donnent des preuves. Il donne un autre exemple que j'ai dit à mon ami Louis tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a pris l'exemple de Paris, nous sommes dans les années début 1900, et pas aujourd'hui, regardez, il y a plus de 120 ans, Jean Jaurès, de mémoire bénie, parce que c'était un homme absolument universaliste et qui ne supportait pas le lucre et qui ne supportait pas du tout il n'avait pas du tout le sens du pouvoir. Il disait que si je prends la région de Paris, les arrondissements de Paris en son temps, au début du XXe siècle, dans les années 1900 à peu près, eh bien, si je prends Neuilly-sur-Seine, il y avait un taux de mortalité infantile, de l'ordre de 33 sur 1000. Si je prends, par exemple, le Marais, le 4e arrondissement, on arrive à 120 à peu près sur 1000, mais si je prends le quartier de Belleville à Paris, qui était à l'époque un quartier ouvrier, on dépasse des 540 sur 1000. Il dit, comment vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'exploitation de l'homme par l'homme, qui n'est pas d'aujourd'hui, déjà à cette époque-là, quand vous écoutez les discours socialistes de cette époque-là, encore une fois, Jean Jaurès, qui connaissait très bien la théorie marxiste, n'était pas marxiste. Jean Jaurès était un universaliste qui était profondément humaniste, profondément humain. Il voulait le bonheur de l'homme, il voulait que l'homme soit tout simplement, identitairement, un être humain avec des relations sociales mûres et anoblies, de manière à ce que véritablement on ait plaisir de vivre en France, ou on ait plaisir de vivre dans l'espace social européen de l'époque et dans l'espace mondialiste de l'époque, je dis bien de l'époque. Donc c'est-à-dire que les discours de Jean Jaurès, si vous les écoutez, et vous pouvez les avoir, n'est-ce pas, sur Internet,
et dans YouTube ou ailleurs, eh bien vous verrez que, en fin de compte, c'est extrêmement moderne. Et que ce qui s'est passé il y a 120 ans, eh bien on le revit aujourd'hui. Mais la différence, c'est que il y a 120 ans, ça concernait la France et quelques pays européens. Aujourd'hui, ça concerne le monde entier. Nous avons véritablement un mondialiste invétéré, qui aujourd'hui prend tout son sens. Le mal est partout. À l'époque, si vous voulez, certaines nations étaient plus ou moins développées. La France était un pays développé, un pays, on dirait aujourd'hui colonial, mais la France était un pays qui avait un avenir qui lui était propre. Et Jean Jaurès voulait absolument développer dans cet avenir qui était propre à la France, n'est-ce pas, un avenir heureux pour l'humain, et non pas pour quelques-uns. Ben oui, mais à cette époque, on vivait avec des hommes politiques qui avaient des buts humanistes, et la France, elle a eu des gens comme ça. Mais on voit très bien comment a fini Jaurès assassiné. Émile Zola était aussi un très grand altruiste qui s'était impliqué politiquement dans le procès Dreyfus. Il y a eu une polémique là-dessus, mais enfin il semblerait que c'est un assassinat également. Sadi Carnot a été assassiné. Donc on était encore une génération où on faisait appel à l'humain. Et là, on est dans une civilisation qui a perdu complètement le sens de l'humain, qui ne sait même plus où elle va, et les individus sont... Alors, en fait, ce qui est indispensable, parce que maintenant le temps nous est compté, c'est qu'il y ait un réveil des peuples. Parce que sans ce réveil, aujourd'hui, au stade... Je vous signale qu'une députée, une parlementaire au Bundestag a évoqué la campagne du Covid comme une manipulation que l'on n'a jamais connue à l'histoire de nation, à l'échelle de l'humanité. Et ce qui est en train de se préparer actuellement, je le sens venir gros comme une maison. On est en train de tenter de nous faire prendre conscience qu'il y aurait des variantes du Covid qui sont en train de se manifester, qui pourraient être dangereuses. On est en train de préparer les opinions à une nouvelle phase de ce qu'on a connu. Alors évidemment, pourquoi ? On continuera à laminer le petit commerce, les petites industries, tout ça au profit des multinationales, mais surtout, de museler les peuples. Parce que tout ça va avec l'identification faciale et compagnie, vous le savez. Or, c'est pas pour rien que dernièrement, j'ai lu que Macron avait fait acheter des millions de doses encore de vaccination. Donc, ils ont l'idée derrière la tête de remettre ça. Alors, je continue. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, c'est tous les points de leur programme. C'est drôlement important de savoir ça. Nous aurons privilégié l'importation massive de produits de base à l'intérieur des États-nations et du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Mais évidemment, qu'est-ce qui paye le secteur tertiaire ? C'est la richesse de la nation au niveau industriel. Mais si il n'y a pas une richesse au niveau industriel, il n'y a plus personne qui peut payer les services. Donc c'est l'effondrement. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre d'illettrés et de sans-abri. On le voit, Paris est couvert l'hiver maintenant de sans-abri. Les gens ne peuvent même plus se loger. Oui, je voulais quand même insister sur un point très important. D'abord, le discours, encore une fois, je reviens à Jean Jaurès, qu'il a fait sur le président Casimir Perier dans les années 1897. C'est très très intéressant. Déjà, si vous lisez ce discours à l'Assemblée nationale de l'époque, vous verrez qu'effectivement, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Les choses ne sont pas changées. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien plus important, bien plus dangereux, parce que tout simplement, ça entraîne le monde entier. Maintenant, si je reviens au combat contre l'Ukraine, par rapport à la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, il faut bien comprendre que les Occidentaux ont pensé tout simplement diviser
la Russie la faire imploser de l'intérieur en agissant sur son économie, sur son incapacité à faire face aux efforts de guerre, parce que les efforts de guerre sont absolument extrêmement expansifs, c'est très 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 cher, mais en fin de compte, la conséquence numéro 1 de ce qu'on voit, c'est que la Russie est en train de se réindustrialiser, et elle s'industrialise à l'outrance, alors que des pays comme la France, ou voire même l'Allemagne, sont en train de se désindustrialiser. C'est incroyable, nous vivons là une sorte de courroie de transmission qui fait que, en fin de compte, plus on cherche à développer ce conflit en Ukraine, et plus on donne la possibilité à la Russie de réparer ses erreurs du passé et de s'industrialiser à outrance, notamment avec les affaires du BRICS et avec les communications qu'ils ont avec les Chinois et d'autres États. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on voit ici, c'est un double mouvement, un mouvement de désindustrialisation à outrance qui est arrivé à son terme en France et qui commence à être arrivé à un certain niveau de non-retour en Allemagne. N'est-ce pas? Beaucoup d'entreprises allemandes ferment en ce moment, elles vont même se délocaliser en Amérique. Et d'un autre côté, vous avez une réindustrialisation de l'économie, c'est-à-dire de la classe moyenne russe. Et donc, si vous voulez, là, vous avez une sorte de classe moyenne russe qui commence à apparaître d'une manière très sérieuse, alors que vous avez véritablement des classes moyennes en Allemagne, en Angleterre et en France, par exemple. Si je parle de la France, ne parlons pas des États-Unis, qui est en déshérence, en désespérance. Donc, vous avez ici un mouvement qui est un effet boomerang, un mouvement boomerang qui fait qu'on a voulu séparer et détruire l'économie russe, et la séparer de ses richesses minières, etc. En fin de compte, on s'aperçoit que l'économie russe s'industrialise et crée des richesses à perte larigot, cela en contrepartie à la déshérence de certaines entreprises européennes et des plus connues. Qui sont vendus à tire-larigot dans les marchés financiers. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-français, je suis tout simplement un économiste qui essaie de voir un peu les grands mouvements de l'histoire. Ce qu'on voit ici, c'est que la stratégie occidentale de désespérance par rapport à la Russie n'a mené non seulement à rien, à une sorte d'impasse, mais surtout, malgré toute la désinformation, malgré tous les messages faux et éhontés qu'on a reçus et qu'on reçoit à chaque instant des organes de presse qui sont tout simplement, qui sont aux mains de cette même élite, enfin de certaines élites, notamment américaines, mais pas seulement. Et donc de tout ça qu'il faut bien comprendre, c'est que en fin de compte, il va y avoir une sorte de zone d'alerte qui risque d'entraîner vraiment une troisième guerre mondiale, parce que les États qui sont déjà, comme en 14 d'ailleurs, extrêmement endettés, n'est-ce pas? Et déjà, je reparle encore de mon maître Jean Jaurès, qui parlait de l'effondrement de l'endettement, l'augmentation des États à cette époque-là, notamment de l'État allemand, qui faisait qu'en fin de compte, il était extrêmement compliqué de financer l'effort de guerre. Il a fallu faire appel à l'Église, aux dons de l'Église, on parle en 1913, dans les années 1910, pour réarmer, parce que tout simplement, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et donc on se retrouve aujourd'hui à un moment d'avant 14-18. Et ce qui est incroyable, c'est que la guerre de 14-18, on la retrouve aujourd'hui en Ukraine, avec une guerre de tranchées. On gagne 10 cm, mais on est content. C'est exactement ce qui s'est passé dans les batailles de Verdun. Un jour, la bataille de Verdun a tué 25 000 personnes. Je ne sais pas si on s'en rend compte. En France, sans compter en Allemagne et ailleurs. Voilà. Donc, en fin de compte, on est dans une grande désinformation, parce que si vous voyez bien, on vit comme si rien ne se passait, alors que c'est une véritable boucherie sur les champs de bataille, et que ça risque d'ailleurs d'aller beaucoup plus de l'avant dans les mois qui viennent. Moi qui côtoie en Israël des russophones, j'essaye d'avoir leur opinion sur ce conflit, mais ils me disent, mais regardez comment on est, la démagogie,
des médias. Ils me disent, mais attendez, le Donbass, la Crimée, la République du Lugansk, ce sont des populations russophones qui ne veulent pas en aucun cas échanger leur identité russe contre une identité ukrainienne. Alors on fait croire qu'ils sont là, les Ukrainiens, avec les forces américaines et de l'OTAN, pour libérer ces peuples. Mais eux, ils ne veulent pas de tout ça. En fin de compte, le véritable arrière-pensée, c'est de chasser la Russie de ses terres, mais ça, c'est un pari qui ne va pas réussir, parce que là, on joue avec le feu, c'est la roulette russe. En dernier recours, les Russes ont bien manifesté qu'ils seraient prêts à d'autres moyens dans ce conflit si la situation leur échappait. Alors, je reprends les points. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, et c'est ce qui est en train de se passer, je lisais ces derniers jours que le nouvel ordre mondial voulait absolument réduire la surface des terres cultivables au moment où on a des problèmes d'alimentation des populations mondiales. Donc qu'est-ce qu'on veut? Affamer l'humanité? En Hollande, il y a 2-3 suicides d'agriculteurs par jour. On les pousse à la faillite. Alors, par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. C'est pas ce qui se passe en France aujourd'hui. En France, en Europe, en Israël. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI. Et voilà, c'est le Fonds monétaire international pour soi-disant réguler les finances des États, mais en fin de compte, les asservir complètement avec des crédits, mais en exigeant des contreparties où ils perdent leur souveraineté politique. Pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvert de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur code de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle de l'économie mondiale. Donc aucune souveraineté de l'État-nation. Oui, c'est pour ça que vous avez de grandes firmes américaines, allemandes et surtout françaises, soit qui font aujourd'hui faillite, soit qui sont rachetées par le marché financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de firmes qui étaient omniprésentes il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, même avant, et qui sont aujourd'hui carrément défaites et inexistantes. Elles sont disparues. Pour une raison très simple, c'est que la capitalisation boursière s'est faite à leur désavantage, et non pas à l'avantage du plus grand nombre. Elle s'est faite à l'avantage de quelques-uns. Encore une fois, on retrouve certaines élites. Alors, d'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettent de briser la volonté nationale de structure moderne dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des nouvelles, l'information. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira comment? Eh bien, très simple. À l'intérieur des États-nations, par la réduction volontaire des salaires, des départs volontaires avec remise de médailles de services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'installation partout de nos technologies d'intelligence artificielle, technologies de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Voilà le monde orwellien. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations, sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller les soupçons. Nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. C'est ça qu'il faut. C'est ce que j'avais abordé le sujet de la colonne vertébrale de la nation. Cette déstructuration du corps policier et militaire nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments
ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Oui, je voudrais quand même ici, excuse-moi Louis, je voudrais ici appuyer un point très très important. Ce qui se passe en Allemagne, c'est très grave, parce que tout simplement, l'Allemagne repose, l'économie allemande, je vais très vite, en quelques secondes, repose sur une énergie qui est une énergie bon marché. Avec ce qui s'est passé avec le Gulf Stream, etc., et l'augmentation des prix, des coûts de production allemands, eh bien, les produits allemands sont de moins en moins compétitifs. Avant, ils étaient très chers, mais ils étaient de très bonne qualité. Mais ils reposaient aussi sur une technologie pétrolière et énergétique à bas coût. Aujourd'hui, la technologie pétrolière a augmenté, son coût a augmenté, donc les prix ne sont plus compétitifs, et surtout l'Allemagne se trouve tout simplement engagée auprès d'une concurrence extérieure, notamment américaine, qui est exacerbée. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est tout simplement la délocalisation des entreprises allemandes en Amérique. C'est complètement incroyable, mais c'est ce qui se passe en ce moment, avec véritablement une sorte de désindustrialisation de régions comme la Ruhr, et comme certaines régions allemandes, qui étaient depuis 100-200 ans des régions industrialisées à outrance. Aujourd'hui, nous avons une sorte de dilution de la classe moyenne allemande. Et ça, c'est très très dangereux. Et ce qui est incroyable, qu'on a dit tout à l'heure, face à ça, vous avez une levée, une augmentation de la classe moyenne russe. Donc vous avez ici une sorte de vase communicant qui fait que véritablement, aujourd'hui, les choses s'accélèrent, les choses vont très vite, les événements sont très vite, et cela peut mener à, comme en 14, comme en 39, malheureusement, à une troisième guerre mondiale. Parce que tout simplement, les mécanismes de prudence, les mécanismes de contrôle seront tout simplement inaccessibles. Et justement, pour aller dans le sens que nous disions, dans ce contrôle du monde, dans le même temps et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert de bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. Or, il y a peu de temps, apparu un article qui m'a interpellé. On est dans la phase finale. Oui. Et on est actuellement dans la phase où il est projeté d'introniser l'ONU comme gouvernement mondial. Or, je vous signale que s'il y a une organisation dominante maçonnique, c'est bien l'ONU. Alors là, on rejoint les premiers cours que nous avions faits sur la vocation de ces lobbies et de ces mouvements illuminati qui œuvrent pour le triomphe, non, également, pas uniquement du nouvel ordre mondial, parce que derrière le nouvel ordre mondial, il y a une spiritualité qui leur est propre. Et cette spiritualité qui leur est propre, c'est la spiritualité luciférienne. Lucifer. Eh bien, je vous signale que l'ONU également adhère à ces principes. Et avec dans sa majorité. Dans sa majorité. Bien sûr. Alors, dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. On ne peut pas faire mieux. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Imaginez, mais c'est l'OTAN, hein, c'est l'OTAN. Imaginez que, après les événements que vous avez connus en France, que la situation dérape à un niveau supérieur et que les forces de police, forces de sécurité lèvent les bras, eh bien, les dirigeants politiques qui sont de mèche et qui ont été mis en place par ce gouvernement mondial proposeront des forces de l'ONU, des forces de paix, pour reprendre le contrôle de la situation, autant dire l'occupation par des forces étrangères du territoire national. Parce qu'à partir du moment où elles auront mis le pied, elles ne quitteront plus le territoire national. Et c'est fini, le pays aurait perdu son identité totale. Alors, ce qui nous permettra d'effectuer sans combat
la démilitarisation de tous les États, de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant pour remettre en question notre pouvoir mondial. Mais c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, non seulement en Europe, mais en Afrique. C'est ça qui est... Et le conflit africain, si Chazvé Shalom, au niveau militaire, il a lieu, ça va faire boule de neige. Et ça va réveiller aussi l'Amérique du Sud. C'est-à-dire, véritablement, là, nous allons dans un conflit planétaire qui risque tout simplement de nous dépasser complètement. Parce que les points d'ancrage, les points de contrôle auront sauté les uns par rapport aux autres. Les uns par rapport aux autres. Toute la politique de la France dans ses colonies africaines risque de sauter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'un seul coup, parce que tout simplement, il n'y a plus d'éléments de contrôle. Ça sera le sauf qui peut face au soulèvement, au réveil des populations et de leurs délégués, et face au soulèvement véritablement du conflit qui risque de se généraliser en Europe. La situation, elle est très sérieuse. Parce qu'en fin de compte, dans l'histoire du capitalisme, il y a eu deux phases très importantes, fondamentales. Il y a eu toute l'histoire de ces luttes ouvrières et de ces combats politiques pour plus de liberté, pour moins d'asservissement. C'était l'époque du capitalisme industriel. Mais en fait, là où on rentre dans une phase décisive du capitalisme pour mettre à genoux les peuples dans une dictature mondiale, c'est la phase du capitalisme financier. Et cette phase du capitalisme financier, c'est le grand casino du siècle. Alors, pour conclure, pour finir, je reviens encore à mon cher maître Jean Jaurès. Jean Jaurès a fait un discours là-dessus sur le capitalisme financier. Nous sommes au début du 1900, dans les années 1902-1906. Je ne sais pas si on s'en rend compte, n'est-ce pas? Et il disait déjà exactement ce que l'on dit et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le capitalisme financier, il est dominant, il domine comme une pieuvre, de plus en plus. Déjà, il y a 120 ans, je ne sais pas si on s'en rend compte, nous sommes en 2023, il disait ça en 1903, faites votre compte, quoi, 123 ans. Ça veut dire que le problème n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est tout simplement la mainmise du contrôle individuel et collectif par des puissances étrangères qui sont tout simplement organisatrices par la technologie, par la haute technicité, enfin, Internet et tout le reste, qui sont organisatrices tout simplement de leur propre pouvoir et de leur propre volonté de surpuissance. Mais évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu ne laissera pas faire, bien entendu. Parce que Dieu est le maître de l'histoire. Ce ne sont pas ces quelques élites-là, ces quelques personnages-là, ces quelques centaines de personnages qui vont dominer l'histoire. Ça n'existe pas, bien entendu. Donc il faut un message, évidemment, optimiste malgré tout. Mais c'est vrai que si on parle au niveau rationnel, au niveau véritablement de la géostratégie, de la géopolitique, de la géoéconomie, les choses vont assez mal, pour ne pas dire très mal. Mais Dieu interviendra et Dieu va nous sauver, Bezrat Hashem. Le dernier mot que j'ajouterai, c'est parce que souvent, quand des gens parlent comme nous parlons, on les taxe de complotisme. Et je terminerai chacune de mes interventions pour bien confirmer que ce n'est pas du complotisme. C'est la célèbre phrase du président Giscard d'Estaing, qui lui-même adhérait à des nébuleuses comme les Bohemian Clubs, qui sont des branches qui ressemblent aux Illuminati. La plupart des hommes politiques, dit-il, grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final, seul le haut de la pyramide le connaît, se font avoir les uns après les autres, par des promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos qui est planifié. Valéry Giscard d'Estaing. Je vous signale que François Mitterrand, les premières choses qu'il a programmées lors de son début de son premier mandat, c'était la construction de la pyramide. Et peu de Français savaient qu'il était considéré dans les sphères occultes comme un grand maître de maçonnerie. Voilà, merci beaucoup. Portez-vous bien et que Dieu nous protège tous.